Mais voilà, Madame Lirert, merci de nous avoir reçus Bonjour, Monsieur pour un peu Witters. parler de cette période qui n'a pas toujours été très rose, je présume. Et alors, bon, présentez-vous un petit peu, et puis on verra un petit peu comment ça s'est passé, quoi. Je suis née à Liège, 12 rue d'Artois, et nous vivions tranquillement 12 rue d'Artois au moment où la guerre a éclaté. C'est-à-dire que je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Ma sœur Françoise a suivi 18 mois après, et puis un petit frère Jean est arrivé moins d'1 an après. Donc il y a eu 3 enfants extrêmement rapprochés. Et le 10 mai 40, plutôt la nuit du 9 au 10 mai, mon père a appris que la guerre avait été déclarée et que les Allemands étaient entrés en Belgique. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Mais je n'avais pas encore 3 ans. Ah oui, J'étais vraiment une très très petite fille. Je n'avais pas encore 3 ans. Oui, d'accord. Et le 10 mai 40, il devait y avoir le mariage d'une de mes tantes, une sœur de ma belle-mère, et son mari a été rappelé, et c'est comme ça qu'on a appris l'arrivée de la guerre, enfin, parce que ils ont été rappelés en disant voilà, la guerre a commencé, il faut y aller. Et il paraît, on a retrouvé après la belle robe que maman avait préparée et devait mettre le 10 mai. Et on a retrouvé aussi toutes les traces du petit déjeuner pourri parce qu'on est parti en catastrophe à 4 ou 5 heures du matin. Il fallait partir tout de suite, quoi. En catastrophe. Et là, moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Et alors, mon père a chargé non seulement toute sa famille, mais aussi sa mère, ma grand-mère paternelle donc, et une jeune fille des cantons Rédimés qui nous aidait. Et puis, on est parti vers l'ouest de la Belgique, pensant partir en France. Et mon père avait donné rendez-vous avec ses frères à Mons. Bon. Vous êtes parti comment? En voiture? On est parti en voiture. On est parti en voiture, oui. On avait une voiture. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Alors, on roule et on arrive dans le Hainaut. Et arrivé dans le Hainaut, papa voit une route avec des camions militaires. Il se dit, mais je ne vais pas aller me fourrer là-dedans, c'est bien trop dangereux. Et il prend une autre route. Mais malheureusement, sur cette route-là, on bombardait et un obus est tombé sur la partie droite de la voiture qui s'est mise à flamber. Et ma mère et le petit garçon et la jeune fille qui était derrière ont péri. Et mon père a essayé de sortir et de sauver maman. La portière était bloquée par le feu et de l'autre côté, il y avait un rideau de feu. Il en est sorti extrêmement blessé, à la jambe, au visage, etc. Et ma sœur et moi, nous étions derrière avec ma grand-mère à gauche et on nous a ouvert la porte, jeté. Et je ne me rappelle pas de ça. Mais mon premier souvenir, qui est juste après, c'est que je suis dans un lit d'hôpital et que je vois des formes blanches qui passent autour de moi et que je pleure et que personne ne s'occupe de moi. Je pense que je n'étais pas blessée et qu'il y avait des tas de blessés dont il fallait s'occuper. Ouais, j'imagine. Et après, je ne sais pas ni comment ça s'est passé, mais on a transporté mon père blessé, ma grand-mère et nous à Mons, chez un monsieur Fabry, qui était directeur de la Banque nationale, et tous les gens se réfugiaient dans les salles de coffre. Il y avait plein de gens de Mons, etc. Et donc on était réfugiés là-bas. Ça, je ne me rappelle pas, mais on m'a raconté qu'on pleurait tellement qu'on ne laissait personne s'approcher de nous. Ah bon. Tellement... voilà. Choqué, traumatisé, certainement. Choqué, traumatisé, certainement. Mais alors, mon père et ses frères, etc., ont voulu reprendre la route. Mais comment? Alors, les 2 autres frères avaient chacun une voiture, mais un avait 5 enfants et l'autre 2. Et je ne sais pas comment on a fait, mais on a réussi à prendre tout le monde et à mettre mon père en plus allongé sur la banquette arrière parce qu'il était blessé. Et alors, à partir de là, j'ai des petits souvenirs. Par exemple, que j'étais assise sur un strapontin face à mon père, donc dos au chauffeur. Il n'y avait pas encore de voiture à strapontin dans le temps. Et je ne me rappelle pas de l'exode en lui-même, mais on m'a raconté qu'on s'arrêtait dans toutes les villes françaises et qu'on demandait d'abord à manger pour les enfants, et ça en général ils trouvaient, et on demandait place pour le blessé à l'hôpital, et ça on ne trouvait pas. Donc on a dû descendre, et on est arrivé jusqu'en Haute-Vienne. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu le milieu de la France, là, dans un endroit perdu qui s'appelle Magnac-Laval, et dans un petit hôpital, là il y a eu place pour mon père, donc on s'est arrêté.
Alors il fallait loger tout ce petit monde. Et on a cherché un peu dans les environs. Et un de mes oncles a trouvé une maison qui venait d'être construite, mais qui n'était pas encore habitée, ni meublée, bien entendu. Donc on a été vifs là. Et mais vraiment dans 3 fois rien, si bien qu'un de mes oncles nous a construit des petits lits dans des caisses à orange, paraît-il. Et alors, qui s'est occupé de nous? Mes 2 grandes cousines, je dis grandes, elles avaient 14 ans et 15 ans, qui nous ont un peu servi de petites mamans, et elles sont vraiment très gentiment occupées de nous. Très gentiment. Naturellement, on a un grand cœur à ce moment-là. Ben oui, parce que ma grand-mère était très asthmatique, et bon, on s'est réfugié un peu chez ma grand-mère, comme une maman, mais elle était très asthmatique, donc elle ne s'occupait pas beaucoup de nous dans le concret de la vie. Alors, un beau jour, on a dit, mais voilà, on va aller voir votre papa à l'hôpital. Bon, on était très contents d'aller voir notre papa, mais quand on est arrivé, on a vu un fantôme, bandagé toute la tête comme on faisait dans le temps. Oui. Prise de peur, on s'est enfui dans le corridor. On n'a pas voulu aller le voir, tellement c'était effrayant. Alors, bon, après, on nous a expliqué, c'est votre papa, etc. Et puis, papa a fait des petits bateaux en papier, je me rappelle, pour qu'on puisse être occupé. On faisait marcher les petits bateaux en papier dans l'évier pour ne pas regarder papa. Donc, le pauvre papa, il a perdu sa femme, son fils, et ses 2 petites filles s'enfouillaient dans le corridor. Vous ne voulez pas le voir. C'est vraiment. Mais ça a duré quelques jours, ça n'a pas. Oh, ça a duré quelques mois, puisque c'était mai. Ah oui, non, mais le fait qu'il ne voulait. Ah oui, après, oui, après on est bien sûr. Et puis après, on a quand même enlevé le bordage, je suppose, etc. Mais il a dû rester 3 mois à l'hôpital. Hein, et donc, on est resté vivre dans cette maison. Et il y avait des vaches, je me rappelle. Puis il y avait dans mes cousins, un grand cousin qui avait construit avec un vieux drap et 3 piquets une tente. Et alors moi j'ai voulu aller voir sa tente, et ça c'est le premier atteinte à ma féminité. Il m'a dit non, c'est pas pour les filles. Ça, je me rappelle, j'avais 3 ans, ça m'a marqué. Mais ma petite sœur avait 18 mois et c'était un gros bébé qui ne marchait pas encore. Et puis elle n'a pas de souvenir de maman, donc je crois qu'elle a été beaucoup plus atteinte que moi encore. Et elle dit qu'elle rêve et qu'elle crie encore la nuit. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a 73 ans, comment ça peut faire marquer quelqu'un pour toute une vie? C'est incroyable. Ouais, c'est dur, notamment, c'est quelque chose de... Et c'est vrai que on est fragiles toutes les deux, quoi. On est fragiles toutes les deux, on est, disons... On est marqués. Sensibles, et puis voilà. Alors, donc vous êtes resté combien de temps, alors? On est resté jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août. Et alors, papa a recommencé à marcher, et moi je me rappelle, et ça, je pense que c'est quand même une leçon pour tous les parents, c'est que les enfants comprennent très très jeunes les situations et les choses. J'ai dit à papa, moi je veux être ta petite canne. Et j'avais 3 ans, et je pensais, pauvre papa, je sentais moi que je devais être gentil parce que mon père était trop triste. Vous vous rendez compte, à 3 ans qu'on pense déjà à des choses comme ça? C'est incroyable. Hein? Alors on est rentré à Liège pour trouver la maison bombardée. Donc on devait aller ailleurs, et papa a trouvé une maison 10 numéros plus loin, au numéro 22 ou 24 de la rue d'Artois, maison qu'on a louée là. Et puis, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais pendant cette guerre, on a beaucoup voyagé. On n'est pas resté... Il y avait les bombardements à Liège, on est allé à Neuchâteau, beaucoup, puisque j'avais mes oncles là-bas, et mes oncles, mes tantes étaient très gentils avec nous, donc nous accueillaient beaucoup, ils voyaient ce qu'on avait connu. Et donc, ce que je sais, c'est que j'ai fait ma première primaire à Liège, au Fil de la Croix. Et je me rappelle des bombardements et qu'on nous descendait dans la cave, ça je me rappelle très bien. Et puis, un autre souvenir, mais ça c'est un souvenir drôle, c'est que petite fille, on vous laissait encore aller à pied toute seule depuis la rue d'Artois jusqu'à la Sainte-Véronique. Oui. Et il y avait 2 garçons qui habitaient place de Broncard et qui, quand il y avait de la neige, me lançaient des boules de neige. Et ma terreur, c'était des boules de neige, des petits garçons. Et donc ça, c'est ma première année. Je me rappelle là de Saint-Nicolas et d'Anse-Grouf qui nous ont fait très peur. Donc il y avait comme des fêtes de Saint-Nicolas et de Langeur qui malgré la guerre. C'était peut-être en 3e année, mais en 3e année, c'était après la guerre. Oui, 3e année, c'était après la guerre. C'était après la guerre.
Mais je me rappelle aussi que c'était encore la guerre. Je perdais ma première dent et je n'avais jamais perdu de dent. Et ça m'a donné une angoisse terrible. Je sentais cette dent qui bougeait. J'étais dans mon lit. Et je me dis, mais je vais mourir. Moi, je croyais que tout partait. Et j'ai hurlé, j'ai crié, papa, papa. Et j'entends papa monter 4 à 4 les escaliers. Je dis, quel gentil papa. Il arrive, il dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, j'ai ma dent qui bouge. Et c'est pour ça que tu me fais monter. Oui, évidemment, il n'a pas pu croire que j'avais une angoisse, écouter l'angoisse d'une petite fille, puis on n'écoutait pas beaucoup les enfants de toute façon de ce temps-là. Puis il avait, voilà. Et ça, c'est la première année. Deuxième année, on est allé à Neufchâteau. Est-ce que c'était sans doute l'année vers 44? Oui, ça devait être vers 44. Hein. Et à Neufchâteau, j'étais en deuxième primaire et j'avais une Madame Gigot. Ça, je me rappelle très bien, parce qu'on ne peut pas oublier. Non, non, pareil. Et qu'est-ce qui est... Ah oui, est arrivé là l'offensive Van Rundstedt. Ah ben oui, à ce moment-là, c'était longtemps. Oui. Et là, je commençais à être un peu plus intelligente. Hein, j'avais 7 ans, je commençais à comprendre un peu des choses. J'entendais qu'on parlait à la radio, qu'il y avait les Américains qui arrivaient, etc. Alors donc, c'était l'offensive Van Rundstedt et... mes parents, enfin mon père, savait que c'était à Bastogne que ça se passait. Donc ils se sont dit, Neufchâteau, c'est pas non plus une très bonne place. Hein. Donc chaque famille, mon père avec ma grand-mère, parce qu'au fond ma grand-mère est venue vivre chez nous après la mort de maman, et c'est elle qui nous a quasiment élevés, et j'ai gardé beaucoup d'affection pour elle. Alors on est allés chacun dans une ferme isolée, et dans cette ferme, mais je ne sais malheureusement plus du tout dire où, et tout le monde est mort, je ne peux pas savoir où. Il n'y avait pas beaucoup de place, les gens nous ont donné ce qu'ils avaient comme chambre à mettre à disposition. Hein. Et il y avait un grand lit dans lequel était ma grand-mère, puisqu'elle était malade, on avait des bons lits, un lit normal dans lequel on m'avait mis avec mon père, ce qui ne m'arrangeait pas du tout, parce que mon père roulait sur moi la nuit et je n'aimais pas trop. Et puis, dans une autre chambre, une jeune fille avec ma sœur. Voilà. Et alors ça était aussi un aspect positif dans le sens que je participais à la vie de la ferme et notamment à la fabrication du beurre. Et j'ai un souvenir de la baratte et du beurre qu'on me donnait à la cuillère à soupe. Si bien que maintenant j'ai du cholestérol, mais je ne veux pas passer le beurre. Voilà, ça c'est un bon souvenir. Alors après, on a quitté. On est allé chez différents oncles et tantes parce que papa avait peur d'être à Liège à cause du bombardement, etc. Et on est allé notamment à Aulne, chez des cousins, à Dinan, chez d'autres cousins. Enfin, je vous dis, traverser la Wallonie vraiment pour être à l'abri. On essayait d'être à l'abri. En tout cas. Oui. Mais alors, à un moment donné, sans doute de cette deuxième année, on a décidé que c'était le temps de faire ma première communion. Et on m'a fait suivre le catéchisme avec toutes les petites camarades, etc. Et puis ça devait être, je crois, le jour de la Pentecôte, si je me rappelle bien. Mais papa, lui, est resté à Liège parce qu'il devait quand même travailler, il fallait qu'il gagne la vie, etc. Et puis, voilà que le jour de la Pentecôte, il y a un problème, il y a bombardement, voie ferrée bloquée, papa ne peut pas venir. Alors on dit, tu ne feras pas ta première communion. Mais papa a réussi à arriver le dimanche soir, et alors on a fait ma première communion à la messe de 7h du matin, dans le noir, tout à fait triste, alors que j'avais vu la veille, le soleil, les filles avec leurs robes blanches, etc. Mais alors, une très gentille tante Marie a dit, il faut quand même fêter un peu ça. Et ça, je me rappelle parce que c'est tellement charmant. Elle est allée cueillir des branches de cerisier et elle les a mis autour de ma place. Et moi, une petite fille de 7 ans, qui avait une place garnie de fleurs, c'était merveilleux. Voilà. Donc ça pouvait encore, ça se faisait encore. Est-ce que d'autres manifestations, est-ce que vous avez encore connaissance d'autres manifestations comme les processions, etc. Est-ce qu'on pouvait encore les vivre pendant cette période de temps? Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu beaucoup de processions, même après la guerre. Oui, après la guerre, mais pendant justement... Pendant la guerre. Pendant la période, est-ce que vous avez souvenir de ça? Non, pas de procession pendant la guerre. Non, je ne pense pas. Non. Les offices religieux aussi, c'était un peu... Les offices religieux, non. Normalement, à l'église, non, ça allait. Non, ça dépend des régions. Oui. Mais alors la dernière année de cette guerre, je ne sais pas pourquoi, papa a décidé de partir de nouveau dans le Hainaut, à Bonsecours, à côté de Pérouet. Vous voyez? Et alors, je ne sais pas, il n'a pas trouvé d'autre place que dans une maison de personnes qui étaient soignées pour des maladies nerveuses.
Bon, donc on était avec toutes sortes de personnes là-bas. Et là, ben, on m'a mis à l'école quand même. Hein, et à l'école, je n'ai qu'un seul souvenir, c'est que j'ai attrapé des poux. C'est le seul souvenir de l'école. Mais un autre souvenir qui était excellent, c'est l'arrivée des Américains. Était-ce le 8 mai? Peut-être, c'était le 8 mai, je ne sais pas. Et on voit les tanks qui arrivent, les gens sont tous sur leur balcon, tout le monde est heureux. Puis tout d'un coup, on dit « Ah, mais voilà, c'est un cousin qui descend du tank. » Et c'est un Jacques-Henri de Frahan, un Dinantais, qui est sorti du tank et qui débarquait avec les Américains. Alors on était heureux qu'il était passé en Angleterre. Voilà. À propos des occupations, on en a un peu parlé, et les jeux, les jouets, etc., comment est-ce que vous avez vécu ça au niveau pendant cette période-là, justement? Est-ce qu'on avait des jouets? Oui, on avait les jouets. Moi, j'avais une poupée en celluloïd. Hein. Et puis j'avais une poupée qui devait dater de ma mère, qui avait une belle tête en porcelaine, mais celle-là, on n'osait presque pas y toucher. Mais on jouait beaucoup à la poupée avec ma sœur. Hein. Avec ma sœur, on jouait beaucoup à la poupée. Et on inventait, par exemple, qu'on mettait 2 carpettes et puis on était 2 bateaux. Donc on était chacune chez soi parce qu'on se disputait beaucoup. Mais on avait fait un tunnel imaginaire où on pouvait aller se voir entre les 2 bateaux. Ça, c'est des jeux d'enfants. On a beaucoup joué avec mes cousins, mais on jouait dehors, dans le jardin. On jouait à cache-cache, on grimpait dans les arbres quand j'étais à Neuchâteau. Je me rappelle encore un autre épisode, mais je ne sais pas où ça se situe. C'est qu'à un moment donné, on était réfugiés aussi à Tilf. Et alors papa a été logé une nuit à l'hôtel de l'Amirauté. Puis il s'est dit, à côté du pont, c'est pas une bonne idée. Donc il est resté une nuit, le temps de trouver, et dans une villa, on a trouvé, je sais pas, un rez-de-chaussée, dans la rue principale, là, à gauche, cette villa. Et là, il y a eu un bombardement, et le pont a sauté, mais un bombardement, ça je me rappelle, épouvantable. Et on s'était mis chacun, enfin il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Papa était avec moi dans un coin et ma sœur était avec ma grand-mère dans un autre coin, parce qu'il paraît que quand ça s'écroule, il vaut mieux être dans les coins pour ne pas attraper. Murs, voilà. Ça, je me rappelle très très bien. Et je me rappelle aussi que papa trouvait que c'était très bien cet endroit où on était parce qu'on pouvait prendre la poêle avec les œufs de la cuisinière pour la mettre sur la table. Directement, oui, il n'y avait pas de grand déplacement, c'était petit. Ah, ça, c'est des petits souvenirs. Et puis là, j'ai aussi été à l'école. Je ne vous dis pas combien d'écoles j'ai fait. Hein. Je ne saurais pas dire. Mais oui, il fallait chaque fois recommencer dans une école ou quoi. Oui. Voilà. Et alors finalement, la 3e année, je l'ai fait au Fil de la Croix, tout d'une traite. Ça, je crois que la guerre était finie. Ça a été la vie normale. Là, vous êtes revenu, vous avez terminé la guerre sur Liège alors? Alors on a fini. Oui, on était à Liège. Oui. Après, on a vécu à Liège. Moi, je crois qu'on a fait le tour de cette fameuse période que vous avez malheureusement connue. Oui, alors après, on est retourné à Neuchâteau, de nouveau, je ne sais pas. Et les Américains étaient là, mais ils étaient installés. Et ils avaient leur tente le long de l'avenue, etc. Et on allait leur apporter des pommes de terre. Donc le premier mot anglais que j'ai appris, c'est potatoes. Et alors, contre les potatoes, on recevait des chewing-gums et du chocolat. Alors ça, c'était super. Hein. Mais les chewing-gums, les filles ne pouvaient pas l'avoir et le grand cousin peut manger des chewing-gums. Ça fait partie encore d'être. Ah oui, donc les filles ne pouvaient pas en avoir. Oui, les filles, c'était scandaleux. Ah oui, d'accord. C'est un truc qu'on n'a pas entendu, ça, que les filles ne pouvaient pas de chewing-gum. Toi, Annie, tu as certainement encore des questions, toi? Tu as encore une question ou l'autre? Oui. Oui, parce que ça, je vous ai dit un peu des anecdotes. Oui, c'est très bien comme ça. Vous voulez une chaise? Comme ça? Vous voulez une chaise? Non, il n'y a pas de problème. J'aurais bien simplement vous demander, au point de vue nourriture, habitalement et tout, est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu faim? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez connu que pendant la guerre qui était vraiment très significatif, que vous n'avez plus jamais mangé avant, comme comme le rutabaga, enfin, le café qui était peut-être très mauvais, comme le pain, etc. Eh bien oui, alors, d'accord. Eh bien, d'abord, je crois que mon père a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'on n'ait pas faim. Hein. Mais je me rappelle quand même que quand on était réfugié en France, j'ai eu faim. Et je pense qu'on donnait d'abord aux enfants à manger. Hein. Je pense que c'est comme ça. Les enfants avant tout. Hein. Mais j'entendais quand même qu'ils avaient des problèmes pour trouver de la nourriture, etc. Donc je n'ai pas osé demander encore à manger. Une fois que je me rappelle que j'ai demandé tout bas
à une de mes grandes cousines. Et puis elle m'a dit, mais dis plus fort, mais je n'osais pas. Finalement, je l'ai dit tellement bas qu'elle n'a jamais rien entendu. Mais c'est la seule fois où je me rappelle avoir eu faim. Mais je me rappelle que mon père est parti en vélo un peu partout pour faire du marché noir, pour aller chercher du beurre, pour aller chercher de la viande, etc. Et ça, je me rappelle très très bien que... Et je me rappelle qu'à la fin de la guerre, ou quand il y avait de la viande, mon oncle coupait son rôti et disait « Voilà encore un que les Boches ne mangeront pas. » Certains étaient contents d'avoir pour ça à ce moment-là. Parce que le mot « les Boches », c'est resté dans la famille. C'était l'appellation courante. Oui, mais même longtemps après, on parlait encore des Boches. Il y a encore des gens aujourd'hui de votre lignée, je vais dire, qui ont oui, de notre âge, oui. Ils ne parlaient pas encore comme ça. C'est l'expression qui devrait rester. Hein. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai mangé du rutabaga. Ça, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'on a mangé peut-être ça comme un légume normal. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on avait du pain noir, toujours, et qu'on était habitué à ce pain noir. Et quand mon père est revenu un jour de 1946 seulement en 1946, tout fier en disant « voilà du pain blanc », et puis nous, ça ne nous intéressait pas, on n'était pas habitués. Du pain blanc, on était habitués à notre pain noir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'alimentation. Oui, mais je ne sais pas ce pain gris qu'il y avait dedans. Il devait y avoir beaucoup de choses qui n'étaient pas très bonnes. Voilà, Madame Lubrecht, je crois qu'on a fait le tour de cette période. Et c'est gentil d'avoir consacré votre temps pour nous en parler. Voilà, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il m'a fallu attendre 32 ans avant de bien vouloir aller en Allemagne. Hein. J'imagine. Je ne voulais pas y aller. Et alors, pour dire comment va la vie et que Dieu seul sait comment ça s'est conduit, c'est que j'ai actuellement un de mes fils qui a épousé une Suissesse qui vit en Allemagne, à Saarbrück. Mes petits-enfants parlent allemand entre eux et sont très heureux en Allemagne. On a vu dans quoi. Voilà. Comme ça va dans la vie. C'est drôle. Non, je me rappelle aussi un autre petit détail, peut-être, c'est le pont de commerce qui avait été refait avec des planches en bois. Chaque fois qu'on passait dessus, on avait peur. C'est impressionnant, surtout un grand pont comme ça. Mais oui.